Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Novembre 2022, estuaire de la Seine, Le Havre, Normandie. Les protagonistes de cette aventure, Yann Aminot, chimiste environnemental à l'Ifremer, Anna, élève de première au lycée Darius Milhaud, et moi, Margot, journaliste. Yann part étudier la présence dans l'océan des PFAS, une famille de composés ultra toxiques employés dans plein d'usages et de produits. Nous revivons avec lui cette mission surprenante. Plongeons dans les polluants éternels. Il fait froid et humide. La mer s'est retirée, on a chaussé nos bottes et enfilé nos impermes. Nous voilà en quête de moules et d'huîtres sur des petits rochers. Alors là, on est entre Deauville et Honfleur, on est sur la rive gauche de la Seine. Et la mer s'étant retirée, là, on a une plage qui s'est découverte. C'est pas moche, hein, c'est assez sympathique, on voit la mer. Le petit village est mignon, dans le style des petites maisons normandes. Mais bon, de l'autre côté, on voit quand même la ville du Havre et puis la zone industrielle. C'est moins sympa. Un petit peu moins sympathique, ouais. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce couteau ? Alors là, le couteau il va nous permettre de décrocher des moules et des huîtres sur la surface des rochers. On va aller ramasser ici des moules et des huîtres qui nous servent d'organismes sentinelles qui accumulent la pollution. Donc on va aller les ramasser sur les petits rochers qui affleurent devant nous. Pourquoi est-ce qu'on étudie spécifiquement les moules et les huîtres ? Alors ces espèces, c'est des filtreurs, des mollusques filtreurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de filtrer des gros volumes d'eau pour s'alimenter. Ils vont récupérer des petites particules qu'on retrouve dans l'eau et ce faisant, ils vont s'exposer à la pollution. C'est-à-dire qu'une moule ou une huître, ça peut filtrer plusieurs litres d'eau par heure, de 4 à 10 litres d'eau par heure, c'est énorme. Ils boivent petit plus machin. Ah ouais. C'est incroyable. C'est énorme. Ah ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit ? Nous, on s'intéresse donc à la pollution sur les côtes françaises et on aime bien avoir des sites relativement propres et des sites où on sait qu'on va trouver de la pollution. Et il se trouve que la Seine, on va retrouver sur son bassin versant 25% de la population française et beaucoup d'activités industrielles. Donc dans l'estuaire de Seine, souvent on va retrouver une certaine quantité de pollution et donc c'est un site qu'on privilégie souvent pour retrouver de la pollution et notamment des polluants éternels. C'est quoi les polluants éternels ? Alors ces polluants éternels, ils portent bien leur nom. Ils sont éternels, en fait ils sont très persistants dans l'environnement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont émis dans l'environnement et dans l'océan en particulier, ils sont là pour rester. Et donc on parle de milliers d'années avant qu'ils disparaissent de l'environnement. C'est des molécules qui sont émises par la vie, l'activité de tous les jours, l'activité industrielle, et qui sont émises dans l'environnement. Notamment par exemple les mousses anti-incendie utilisées par les pompiers, je crois que dedans il y a des polluants éternels. Oui, c'est ça. En fait, il y a un grand nombre d'applications dans lesquelles on inclut ces composés. Ils ont des propriétés assez fascinantes pour les applications industrielles, leur très grande stabilité, mais en parallèle, c'est des propriétés qui, dans l'environnement, ne sont pas très chouettes. C'est-à-dire, c'est la stabilité, c'est la persistance. Et on va retrouver dans des mousses anti-incendie ce type de composés qui sont aussi des très bons tensioactifs, qui sont capables de faire des belles mousses très stables. Tensioactifs, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ouais, ils vont permettre de faire une émulsion très épaisse entre l'eau et l'air et étouffer un incendie. Donc les pompiers les utilisent en cas d'incendie pour arrêter, étouffer l'incendie, quoi. Mais attends, par contre, juste à côté de nous, là, il y a d'autres pêcheurs à pied. Il faudrait peut-être qu'on leur dise que ce qu'ils ramassent est pas vraiment top pour la consommation, non ? Et oui, en fait, la plupart des sites qu'on a sur nos côtes, et ici en particulier, sont des sites où les gens se baignent, les gens consomment des mollusques, des bivalves. Mais en fait, on n'a pas, sur ces polluants, il n'y a pas de guide de seuil sanitaire pour dire est-ce que c'est grave.
Donc on ne peut pas trop lever d'alerte, c'est peut-être pas grave, on le sait pas bien. Ah ouais. Ouais, c'est embêtant. Mais du coup, tu vas pas, on leur dit pas? Bon, on va les laisser pêcher. Moi, je les mangerai. Alors peut-être pas ici, mais j'en mange quand même des moules et des huîtres. Mais bon, là par contre, je sais juste pas la bagnole parce que je comprends où c'est. Ouais, si j'étais vous, moi j'irais un petit peu plus loin quand même. Hein. Comme vous voulez. Hein, mais... Bon, c'est bien beau de papoter, mais là, la mer, elle remonte déjà. Faut qu'on se dépêche, j'imagine, un petit peu quand même. Bah ouais, la marée basse, il faut des coefficients quand même assez grands, de plus de 70-80 pour que ça découvre suffisamment. Et après, on a 1 heure avant et après la marée basse. Donc ouais, il va falloir y aller. Combien on doit ramasser d'huîtres? Il faut qu'on ait au moins une bonne 50aine d'huîtres. Et de moules? Et de moules, elles sont plus petites, les moules, il y a moins de chair. Donc on va viser 100-150 moules. Ah ouais, on a quand même pas mal de boulot. Ouais. Du boulot. Est-ce qu'il y a une saison pour ramasser les huîtres et les moules ou... Alors pour la consommation humaine, c'est un peu quand on veut. Mais pour nous, on va essayer d'éviter la période de reproduction des moules et des huîtres. Parce que lorsqu'ils se reproduisent, la composition de leur tissu va changer. Et donc on préfère éviter cette période-là. C'est pour ça qu'on est là en plein mois de novembre, qu'on est presque les seuls sur la plage. Là, je me disais pourquoi on n'a pas choisi l'été, c'est quand même plus sympa. Mais non. 2 heures plus tard, il est grand temps de plier bagages. La mer, bon alors, pour ainsi dire, les pieds dans l'eau. C'est bon, vous avez pu ramasser tout ce que vous vouliez? Oui. Ouais, moi j'ai ce qu'il faut, j'ai récupéré des bidons d'eau aussi, donc on a tout ce qu'il faut. Impeccable. On va où maintenant? On va aller au labo, et là on va pouvoir faire d'épurer les moules et les huîtres. Donc on va les laisser 24 heures dans l'eau du site pour qu'elles se vident de toutes les petites particules qu'elles étaient en train d'assimiler. On arrive donc au labo, on fait exactement ce que Yann nous a dit, on laisse les petites huîtres, enfin les grandes huîtres sont pas mal quand même, et les moules dans ces bacs pendant 24 heures et on revient le lendemain. C'est quoi au fond du bac? Toutes ces particules-là, elles les avaient à l'intérieur de leur tube digestif. Ils ont pas vraiment un tube digestif, mais plutôt une glande digestive et des branchies pour filtrer. Et elles étaient en train de s'alimenter en fait quand on les a ramassées. Donc en les mettant dans l'eau, elles se sont vidées de ces particules qu'elles étaient en train de digérer. Ah mais c'est bizarre, elles les expulsent. Et oui, elles peuvent donc assimiler du plancton et ces particules, et de la même façon, celles qu'elles ne consomment pas, elles les rejettent. Faut voir que dans l'eau, il y a des particules que la moule ou l'huître adorent, du plancton, mais il y a aussi des particules physiques, un peu de vase, du sable, que la moule ou l'huître ne consomme pas. Donc elle les voit passer, puis elle les rejette, ça ne l'intéresse pas. Donc ça veut dire que nous, si on pêche des huîtres ou des moules et qu'on ne les laisse pas décanter 24 heures, on va aussi manger ces petites particules de vase, Oui, absolument. Alors c'est pas très méchant, c'est des petites particules, c'est ce que la moule aurait mangé de toute façon. Ok, ça va. Et qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? Là, c'est fini pour le terrain sur ces moules et ces huîtres. L'analyse, on va la faire dans notre laboratoire en conditions salle blanche, en conditions propres, dans le laboratoire de Nantes. Donc on va les congeler ici et puis les amener, les transporter au labo. Qu'est-ce que tu vas analyser du coup? Alors, on va écoquiller les huîtres, on va retirer leurs coquilles, ensuite regrouper la chair des 20-30 huîtres qu'on a collectées, et on va les broyer pour faire un échantillon homogène. Et cet échantillon homogène, ensuite, on va lui faire plusieurs étapes analytiques pour aller récupérer et isoler les polluants qu'on retrouve à l'intérieur des chairs. Et donc, parmi ces polluants, on va regarder les polluants éternels, les PFAS. Ah, donc on va les disséquer? Ouais, on est obligé de les disséquer. Ouais, on va retirer la coquille. Après, on ne va pas regarder finement à l'intérieur, on ne va pas essayer de séparer les branchies, le muscle adducteur. Ce serait de la glande. micro-dissection, là. Ouais, et puis il faudrait des quantités encore plus grandes pour pouvoir avoir suffisamment de tissu pour nos analyses. Donc c'est une dissection chimique, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va les pour extraire justement. Ouais. Une fois qu'on a notre échantillon homogène, on en fait une poudre bien fine. Et de cette poudre, on va utiliser des solvants pour aller extraire toutes les molécules chimiques qui sont à l'intérieur de ces poudres et pour une petite partie d'entre eux sont des polluants et une grande partie d'entre eux sont des lipides ou différents composants des tissus. Qu'on se rende bien compte, parce que pourquoi on dissèque pas la moule, c'est aussi parce que si on voulait juste avoir une molécule en la disséquant, ce serait impossible, parce que la taille quand même... Ouais, une molécule, c'est minuscule, on la voit pas à l'œil nu, évidemment. Et même pas au microscope, c'est... Et non plus au microscope. Ouais. Ça va faire moins d'1 nanomètre. Alors 1 nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre.
C'est tout petit. Mais tu le disais tout à l'heure, là, quand on se baladait et qu'on voyait ces pêcheurs à pied, en fait, on sait pas quels sont les polluants éternels et en quelle quantité ils sont présents dans la nature, c'est ça ? Oui, c'est vrai. En fait, une partie des polluants sont des polluants historiques qu'on a bien documentés et on les suit dans le cadre de surveillance réglementaire. Mais notre travail, il est surtout d'identifier des polluants émergents pour lesquels on a très peu d'infos. On ne sait des fois même pas quelle est leur identité, quels sont-ils. On n'a aucune idée ou très peu de connaissances sur leurs effets, leur toxicité et où est-ce qu'on en trouve, où est-ce qu'on n'en trouve pas. Pourquoi est-ce qu'on les connaît pas tous ? On aimerait bien, mais en fait, dans les produits du quotidien, l'industrie chimique en particulier, a recours à une grande quantité de composés et les introduit dans des articles, des biens, des cosmétiques, des plastiques. Et ensuite, ils sont rejetés dans l'environnement. Mais on n'a pas, en recherche environnementale, on n'a pas accès à finalement une liste exhaustive de tous les composés qui sont introduits dans ces articles ou dans ces biens industriels. Donc ça veut dire que l'industrie elle-même ne connaît pas les polluants qu'elle rejette ou ne communique pas sur les polluants qu'elle rejette ? Un peu des deux. Ok. Il y a des secrets industriels et puis des fois ce qu'on va retrouver dans l'environnement, ça va être un produit de transformation, un produit qui est utilisé dans un article. Donc celui qui fabrique cette molécule n'a pas forcément une notion que cette molécule se transforme en quelque chose de potentiellement dangereux. Bon, c'est bon, là, tous les échantillons sont congelés. Est-ce que rien à voir, hein, mais est-ce que tu connais une bonne boulangerie dans le coin, Yann ? Alors ici, on vient pas trop par ici, alors on va aller au feeling. Je sais pas trop. Ok, bon, ou on va demander peut-être à des gens qu'on croise. Avant d'avoir le résultat de nos analyses, on a le temps, 1 à 3 semaines. Ce matin, nous sommes donc sous le pont de Normandie, toujours près du Havre. Notre mission est un peu différente puisque nous devons ramasser des bivalves, donc des sortes de petites palourdes. C'est pour quoi faire les espèces de salopettes imperméables ? Ah bah oui, là on va devoir s'équiper, il fait pas chaud et puis on va aller ramasser nos petits bivalves sur la vase. Donc c'est assez boueux, on a tendance à s'enfoncer, alors on va devoir s'équiper, on va devoir se protéger. Mais c'est si vaseux que ça ? Ah ouais, c'est toutes les particules fines que la Seine transporte qui dans cette zone ont tendance à se déposer. Donc on va marcher, on va voir, on va s'enfoncer un petit peu, on va peut-être s'enfoncer de 10 à 20 cm à chaque pas. Donc vaut mieux être bien équipé, on peut même perdre sa botte dans la boue si on n'a pas une bonne salopette. Ok, bon c'est parti, on s'équipe. Mais Yann, comment tu sais où gratter ? Ah bah c'est pas évident, mais regarde là, on voit des petits trous à la surface de la vase. Et le petit trou, il y a comme une petite forme en étoile autour. Et en fait, c'est le petit trou d'un scrobiculaire. C'est le nom du bivalve qu'on cherche. Il a 2 petits tuyaux, des siphons, qui vont aspirer les particules qu'il mange et un autre qui les exhale. Et avec ce petit siphon, il va fouiller autour de ce petit trou. Et c'est ce petit siphon qui fait les marques sur la vase. Donc si tu repères bien les petits trous et les petites marques, on va trouver en dessous des scrobiculaires. Mais c'est hyper galère parce que en fait, plus je creuse, j'ai l'impression plus il s'enfonce et c'est pas facile en fait, j'ai l'impression qu'il disparaît. Ah bah là, ouais, à marée basse, il fait un peu froid, il doit s'enfoncer un petit peu plus, il doit être à une dizaine de centimètres. On va devoir gratter et puis sortir les râteaux. T'en veux combien au total ? Plusieurs centaines, ils sont tout petits. Donc ton métier, au final, c'est pêcheur ? Et ouais, une partie. Mais là, c'est des jours chouettes pour nous. On est sur le terrain, on sort. Mais la plupart du temps, on est au laboratoire. C'est un petit peu moins exotique, on va dire. Est-ce que tu continues de manger des coquillages ou tu es officiellement écœuré après le résultat des analyses ? Non, tu sais, pour bon nombre des molécules qu'on regarde, on n'a pas de normes sanitaires. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Et je pense pas qu'il faille céder à la panique. Alors moi, je continue à manger des moules, des huîtres et des produits de la mer. Peut-être pas dans l'estuaire de la Seine quand même ? J'habite pas par là, donc non. Bon, vous arrivez à trouver des trucs, vous, ou pas ? Ouais, je fais pas mal. Je suis sur un filon, il y en a plusieurs dizaines par mètre carré. Là, c'est énorme. Et toi, Anna, tu trouves ? Pas vraiment, non. Ah, ça me rassure, parce que moi, je galère aussi. Bon, on va espérer que la chance continue du côté de Yann. Une fois la pêche terminée, les manips au labo
bien, seront les mêmes. On va les congeler, puis après faire les analyses. Il faudra attendre encore une fois plusieurs semaines pour justement avoir les résultats. Et alors, ça donne quoi? Tu as trouvé des polluants éternels? Et oui, malheureusement, on en voit en fait partout. Donc il n'y a pas un organisme marin sur la planète qui soit exempt de contamination. Et dans la Seine, on va effectivement en trouver. Et on en trouve un peu plus qu'ailleurs, effectivement, parce que, comme on disait, le bassin versant est assez anthropisé, on dit, il est assez développé et il y a beaucoup de population élevée qui y vit. Alors on trouve, oui, ces polluants éternels. Et c'est un site où on va mener des recherches un petit peu plus poussées pour essayer d'identifier plus finement l'étendue de la contamination bioaccumulée qu'on retrouve dans les bivalves. Et donc, quand on en trouve, on fait quoi de cette info? Est-ce qu'on est un peu des lanceurs d'alerte? On va dire non, regardez. Mais je crois pas. Nous, on communique à notre financeur et puis on fait des rapports et des publications scientifiques sur le sujet. Et ensuite, on se connecte avec des collègues plutôt écotoxicologues. Et ces collègues écotoxicologues, ils vont aller regarder si les molécules qu'on a identifiées, les polluants qu'on a trouvés, ils ont un effet. Alors, on va regarder, est-ce qu'au niveau auquel on les a retrouvés, on voit un impact qui pourrait être modification du fonctionnement normal d'un organisme. Aujourd'hui, on ne sait pas l'effet que ça a sur nous, un polluant éternel. Parce qu'il y a, par exemple, il y a des produits, on sait, ça, c'est perturbateur endocrinien, ça a tel effet sur notre corps. Là, c'est trop récent. C'est assez récent, mais on commence à avoir des infos. Alors, pas trop sur les espèces marines, parce qu'il y a finalement moins de recherches sur les espèces marines que de recherches sur l'homme. Mais on a pu identifier, pas nous, mais la communauté scientifique, que les PFAS avaient un effet perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'ils modifient le fonctionnement hormonal du corps. Et ils ont aussi la faculté de perturber la régulation des lipides. Alors on dit qu'ils sont obésogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier la façon de stocker les graisses dans l'organisme. Donc ce ne serait pas lié qu'au fast-food, on peut se déculpabiliser, c'est les PFAS, c'est l'industrie. Exactement. 2 ans plus tard, on se retrouve dans un paysage bien différent puisque nous sommes en Martinique. Ça fait 30 minutes que l'on pagaie à bord de nos kayaks. On ne devrait pas tarder à arriver sur le site de prélèvement. Mais c'est quoi cette odeur? Ah ouais, on est en Martinique, mais on n'est pas sur les belles plages de sable blanc. Ici, en fait, juste au-dessus, on a une décharge, un centre d'enfouissement, où les déchets produits sur l'île sont enfouis. Et bon, ça sent pas bon. Alors c'est clair. Donc ça peut rejeter des polluants éternels? Bah oui, et plein d'autres choses. En fait, dans ces décharges, on va retrouver tous les produits qu'on peut avoir à la maison et qui contiennent des polluants. Et donc, s'il pleut sur cette décharge, les eaux de ruissellement peuvent finir dans le petit ruisseau qui arrive là et donc amener des polluants qui pourraient avoir été lessivés par la pluie. Attendez-moi là, c'est bon là, il est trop vite. Bon, c'est sympa, mais petit détail technique, comme il n'y a pas de marée, Yann, ici, ou quasiment pas, où est-ce qu'on va trouver des huîtres? Eh oui, ces huîtres, elles sont pas sur les rochers, on va les retrouver sur les racines des palétuviers. Alors, des palétuviers, c'est la mangrove. Ah oui, c'est la mangrove, d'accord. Et donc regarde là, sur la racine de palétuvier, si je la lève un petit peu, on va retrouver une grappe d'huîtres. Ah waouh! Mais les mangroves, c'est quoi? C'est des plantes sous-marines? Alors c'est un arbre, il s'appelle le palétuvier rouge, et puis il pousse entre la terre et la mer. Il a ses longues racines qui plongent dans l'eau pour atteindre la vase au fond. Et sur ces racines, c'est un habitat formidable. On va retrouver plein de petites espèces, et notamment des huîtres de palétuvier. Bon, on est loin de l'eau cristalline quand même des cartes postales de la Martinique. Ici, l'eau est troublée. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, pour trouver nos huîtres, on va devoir soulever les racines délicatement, on ne veut pas la casser. Mais dessus, on va trouver les 2 espèces d'huîtres qui nous intéressent. Et regardez, là, je la soulève, je la pose dans le kayak, et puis on va ramasser les huîtres, on va les collecter. Ok, c'est parti Anna, on s'y colle? Ok. Alors par contre, mets bien tes gants parce que tu vas te couper là, ça peut faire mal. Allez, c'est parti, on en met une. Oh la vache, mais c'est quoi ces trucs? Ah, il y a plein de petits crabes. Alors, on a tout un écosystème qui vit sur ces racines. On va avoir des huîtres plates, des huîtres creuses, des petites moules qui vivent dans les interstices et plein de petits crabes. Ah ouais, ça grouille un peu, moi je suis pas fan de ça. Ils remontent le long des jambes, mais ils sont sympas. Sympa.
toutes les racines de mangrove n'ont pas d'huîtres ou dès qu'on en soulève une, on est tranquille, puisque là c'est quand même 2 et on a réussi à en trouver, donc c'est cool. C'est un peu... là, on n'a pas vraiment compris. Hein. Il y en a certaines sur lesquelles on trouve des huîtres et d'autres pour lesquelles on n'en trouve pas. Ah, donc c'est la chance du débutant qu'on a eu là, en fait. Ah ouais, je crois. C'est quoi les espèces d'huîtres ici? Alors, c'est pas les mêmes qu'on trouve par chez nous. Leur nom, c'est Isoniomon alatus et Crassostrea rhizophorae. C'est leur petit nom latin. Super exercice d'articulation, je la retiens celle-là. Alors, c'est une huître plate. Elle va avoir la taille... peut-être moins de 10 cm, 8 à 10 cm. Elle est toute plate. Et l'huître creuse, elle va plutôt ressembler à l'huître qu'on a sur nos côtes. Elle est un peu plus de forme longue et puis plus, elle ressemble presque à un caillou. Mais c'est marrant parce que j'en ai pas du tout vu au menu dans les restos. Ils consomment pas l'huître. C'est pas vraiment consommé ici. Ce qui est dommage parce que c'est comestible. Il n'y a pas de raison, ouais. Il n'y a pas de raison. Je viens de trouver quelque chose là et clairement, c'est pas une huître. Oups. Eh oui, en fait, sur cette côte est de la Martinique, les vents dominants empêchent les eaux de se renouveler et on peut retrouver des déchets piégés dans les racines des mangroves. Mais là, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression que le plastique, il est intégré presque dans la mangrove. Ouais, la mangrove a poussé autour. Ouais, c'est pas top. Mais pourquoi tu n'étudies pas des huîtres en parc? Alors en fait, on pourrait, mais en Martinique, elles poussent naturellement sur ces mangroves, donc on les étudie dans leur habitat naturel. Dans certains sites sur lesquels on n'a pas de mangroves, mais pour lesquels on a envie d'avoir des données de contamination, on peut les mettre dans des poches et puis aller les relever 6 mois plus tard et voir si la contamination chimique s'y est accumulée. Ça pèse son poids quand même, hein. Ah oui, c'est super lourd. Bon, allez, tiens, tu le grattes avec le couteau, là? Ouais. Ok. Yann, t'aurais pas de la crème solaire? Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de cramer. Oula, catastrophe, mais plutôt un chapeau et des manches longues, là. Bah pourquoi? Attends, moi, mes mains, tu me diras, j'aurais dû mettre des gants, en plus, je te l'ai dit. Yann, mais... Ah ouais, mais non, la crème solaire, c'est bien pour se protéger et éviter des cancers de la peau, mais on va aussi les retrouver dans le milieu marin. Les crèmes solaires contiennent des filtres UV qui peuvent ensuite être lessivés dans l'eau et être ensuite accumulés par les organismes. Donc, ouais, pour les prélèvements, nous, on évite. Ok, il n'y a pas de polluant éternel dans les crèmes solaires? Pas à ma connaissance. Ça va. Après une matinée bien chargée, un sandwich avalé et une centaine d'huîtres quand même récoltées, on file direction notre deuxième site de prélèvement, la presqu'île de la Caravelle. Cette fois-ci, nous sommes à bord d'un bateau à moteur et il faut s'accrocher parce que ça secoue. Ouais, donc là on se rend à la presqu'île de la Caravelle. Il faut qu'on dépasse des récifs coralliens qui bloquent le passage. Donc attention, il va mettre les gaz et puis on s'accroche. Ah ouais, tenez-vous bien parce que là franchement ça va vite et je crois qu'il a pas le choix parce que le bateau il peut se retourner, c'est ça Yann, hein, s'il met pas les gaz dans cet endroit-là? Ouais, en fait il y a des vagues passé le récif donc ça secoue un peu plus. Ok, et bah tiens-toi bien Anna là parce que là t'es sur le bord, tu me fais peur. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Et ben là on se rend à un site qui est pour nous un site de référence. Il est dans la réserve naturelle de la presqu'île de la Caravelle. Donc il y a très peu de pression autour, il y a pas trop d'activité. Et donc pour nous c'est un site relativement propre. Donc on a envie d'avoir une référence peu contaminée pour la Martinique. Donc là on se rend sur la petite anse dans laquelle on a notre point de mouillage. Il y a une petite bouée à la surface. Si vous la voyez, dites-le bien fort parce que c'est pas évident à trouver. Anna, tu veux pas te mettre à l'avant justement du bateau? Tu verras mieux, je pense. Si, je pense que c'est une bonne idée. C'est une petite bouée rouge, la taille d'une balle de football. Mais ok, mais c'est quoi le point de mouillage? C'est une petite bouée qui flotte et sous la bouée, on a une poche d'huîtres qu'on a ramassée, qu'on a installée il y a 6 mois. Et là, on va la récupérer. Eh mais je vois un truc là-bas. Ah mais oui, c'est ça, super Anna. Le bateau s'arrête sur une bouée qui ressemble un peu aux bouées des casiers, hein, finalement. On reste sur le bateau et on remonte la cage. Et Yann, par contre, une fois que c'est remonté, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, on va ramener au laboratoire les huîtres et on va les faire dépurer dans l'eau du site. Donc on va prendre aussi un grand bidon d'eau du site. Donc tu peux le faire si tu veux. Allez. Tiens, Anna, tu peux me passer le bidon, s'il te plaît? Ouais, voilà. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et donc là, on va pouvoir rentrer. Ok.
Et ça veut dire qu'on va les analyser directement là au labo ? On va faire la première partie, la d'épuration et la préparation. Et puis pareil, on va les ramener ensuite à Nantes, à notre laboratoire, en salle blanche, pour pouvoir faire les analyses. Pourquoi on ne peut pas les analyser ici? Ah ouais, en fait les molécules qu'on regarde, les polluants, on peut les trouver dans la vie de tous les jours et aussi du coup à l'intérieur des bâtiments, dans les poussières, dans l'air ambiant. Et donc pour être sûr qu'on ne contamine pas notre échantillon, on va se mettre dans des conditions super propres, dans une salle blanche qui a un air filtré et avec des faibles niveaux de contamination. Et ça, le laboratoire en Martinique n'en est pas équipé et donc on va le faire dans notre labo de Nantes qui a tout ce qu'il faut. Bon, c'est bon, vous venez, ce serait dommage qu'il n'y ait plus rien quand même. Mais on va où? Bon, on va aller au marché aux poissons. Là, c'est là où des fois nos collègues récupèrent des poissons pour la science, mais ce soir, c'est pas pour la science qu'on va les récupérer. Trop bien. Ah, qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, de la dorade. Dorade coryphène. Ah ouais, c'est bon ça. On va s'en prendre pour ce soir. Ah ouais, carrément. T'as déjà goûté, Anna, la dorade coryphène? Non, mais ça a l'air super bon. Ouais, déjà c'est beau, donc ça fait un peu mal au cœur quand même de le pêcher, mais bon, non pas qu'il faille pêcher que les poissons moches, mais tu verras, c'est très très bon en plus. En plus, ils sont pêchés, c'est la pêche traditionnelle, c'est un petit gars à la ligne, donc c'est une pêche hyper vertueuse. Ouais, donc ça va. On reprend la route avec une belle dorade coryphène dans le coffre. On arrive à la location qui se trouve sur la presqu'île de la Caravelle. Le soleil commence à décliner, le lieu est superbe. Donc là, on retourne dans notre location. On a trouvé une petite maison qui est sur les hauteurs de la presqu'île de la Caravelle. On est au milieu d'une nature tropicale, un peu luxuriante. C'est très sympa. On a même vue sur mer au fond du jardin, là-bas. C'est trop beau. On a trouvé un chouette coin. Bah justement, ça vous dit une petite baignade là avant le dîner? Ah bah oui, et puis la nuit tombe vite, hein, donc faut vite y aller. Tu connais une plage sympa, Yann, dans le coin? Enfin, on va faire efficace, mais j'imagine que là, c'est pas mal. Ouais, on va descendre un petit sentier, on sera les seuls au monde, ça va être génial. Hop. Wouh, elle est trop bonne, vous venez? Mais carrément, attends. Vas-y, Anna, franchement, tu peux y aller direct. J'ai jamais vu une eau aussi chaude. Oh bah je vais sauter alors. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est au mois de novembre. Ah, et petite pensée pour ceux qui sont toujours à Nantes, là. Ou pire, dans l'estuaire. Des journées comme celle-ci, on va en vivre quelques-unes en 15 jours. On aura quand même eu le droit à un jour de grosse pluie, mais ça ne nous aura pas empêché d'aller pagayer pour récolter les huîtres. C'est la fin de cette mission, on se retrouve sur la plage. Des langoustes sont en train de griller au barbecue. Finalement, Yann, les huîtres, elles sont plus polluées en Martinique ou en Normandie? Elles sont relativement moins polluées en Martinique. Il y a quand même moins de monde et il y a moins d'activités industrielles. Mais on arrive quand même à voir les mêmes molécules qu'on trouve en métropole. Ah d'accord. Et du coup, dans les autres mers des océans, ça donne quoi? Alors souvent la pollution, elle vient des zones développées, l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord-Ouest. Et plus on s'éloigne de ces zones-là, et plus on a des niveaux faibles de contamination. On a travaillé dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique, et les niveaux de contamination, ils sont très faibles. On étudie les polluants éternels depuis combien de temps? Alors, il y a 25 ans, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc, beaucoup de connaissances a été acquise pendant les 10 à 20 dernières années. Ah oui, c'est super récent. Ouais, c'est très récent, et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment besoin d'acquérir des nouvelles connaisses, parce qu'on sait encore peu de choses sur cette famille, l'étendue de cette famille. On parle de plusieurs dizaines de milliers de molécules, et on en mesure régulièrement qu'une grosse vingtaine. Et j'avais une question, est-ce que tes recherches peuvent influencer la législation? Alors, moi j'aimerais bien, mais on transmet nos résultats à nos financeurs et aux autorités qui nous financent souvent. Et après, ça contribue, avec d'autres études, bien sûr, à aller vers des réglementations plus vertueuses et qui protègent mieux l'environnement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu encore de loi sur les PFAS, notamment par rapport à des résultats que tu as pu sortir sur tes recherches. Non, pas directement. Mais l'utilisation, le gros problème de cette famille, c'est de limiter leurs émissions. Et une loi a récemment été passée pour limiter et interdire la plupart des utilisations des PFAS. Donc ça, nous, on est tous satisfaits en sciences environnementales.
Vous voulez des acras parce qu'il n'y en a plus beaucoup, hein. Dépêchez-vous, c'est trop bon. Ah ouais, c'est vrai. Yann, je me demandais, moi j'ai 16 ans, mais à mon âge, c'était quoi ton rêve? Ah, je sais pas si j'avais un rêve, mais j'aimais bien être dehors, et j'aimais bien la science, j'aimais bien les jeux vidéo. J'ai l'impression d'avoir réussi à combiner tout ça dans un métier où j'ai un peu de laboratoire, un peu de terrain, et puis un peu de traitement de données derrière mon ordi. Je crois que c'est plutôt chouette. Mais est-ce qu'il faut avoir une vocation pour travailler dans l'environnement? Pas sûr. S'il y a des domaines que t'aimes bien, faut y aller, il faut poursuivre, et puis tu trouveras un métier qui te plaît. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, t'as un rêve? Mon rêve, maintenant, ça serait de pouvoir contribuer mon petit quelque chose à préserver l'environnement et à préserver notre planète, aussi modestement que je peux. Si je peux y faire un petit quelque chose, ça serait formidable. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. Le son 3D que vous avez expérimenté est développé par la technologie Dolby Atmos et le sound designer Laurent Jiménez. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.